l'énergie d'une passion. Bonjour à tous, Christian Van Ryswyk et moi-même, nous vous souhaitons la bienvenue aujourd'hui sur l'autodrome d'Imola, où sera donné dans quelques minutes le départ de la deuxième manche du championnat du monde de Formule 1 1988. Qui arrêtera les McLaren? C'est la question que chacun se pose ici. En effet, plus encore qu'à Rio, où elles ont démarré la saison 88 en fanfare, avec la large victoire d'Alain Prost, les voitures rouges et blancs se sont montrées irrésistibles pendant les essais, ici à Imola, au point de surclasser tous leurs adversaires, voire de les ridiculiser. Le rouge de la honte monte au front de Ferrari, titrait hier soir un grand quotidien italien, vous imaginez. Il faut dire que voir Berger relégué à plus de 3 secondes de Senna a été ressenti comme une insulte par les innombrables tifosi, les inconditionnels de la Scuderia Ferrari. Ce matin, au cours de la séance d'échauffement, la hiérarchie est demeurée identique à l'avant. Cependant, les écarts se sont un peu resserrés, n'est-ce pas Christian? Oui, mais toujours devant, je vous le donne en 100, je vous le donne en 1000, les deux McLaren, dans l'ordre inverse de la grille de départ, puisque Prost précède Senna, une demi-seconde les sépare, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Les deux pilotes ont travaillé ce matin la consommation avec le plein dans la voiture. Ils n'avaient pu le faire pendant les essais à cause de la pluie. Travaille dans deux directions totalement opposées. Au niveau aérodynamique, on s'en rend compte en analysant la vitesse de pointe maximum des deux autos ce matin. 302 pour Prost, 298 pour Senna. Une toute petite différence, mais une différence significative. Prost roulait ce matin avec moins d'appui. Les ordinateurs ont dû rendre leur verdict et dicter les solutions à adopter pendant la course. Le meilleur compromis, appui, vitesse, consommation. Troisième temps de cette séance d'échauffement de ce matin, à 1 seconde 3 de Prost, Mansell. Ça ne va pas beaucoup mieux, ça va de gros problèmes pour Mansell qui ne trouve pas d'explication à cette contre-performance. À Rio, vous vous souvenez, Mansell avait fait très très fort aux essais. Berger, première Ferrari, a le 4e temps à 1 seconde 33. C'est moins dur que les 3 secondes 5 des essais, mais c'est tout de même assez dur ici dans la patrie de Ferrari. 5e temps, Boutsen, premier des atmosphériques avec une Benetton Ford officielle. 6e, Piquet, avec sa Lotus Elf Honda, presque 2 secondes de retard sur Prost. Il y a un petit mieux par rapport à Rio. 7e, Shiver. Streff a le 13e temps, premier des Cosworth privés. Dalmas le 15e. Alliot le 23e, mais Philippe a connu des ennuis. Ça se passera certainement mieux tout à l'heure. Alors, autre grande question, le temps. On est suspendu à la météo ici à Imola à maintenant à peine plus de 5 minutes du départ. Ce matin, en effet, il faisait un temps radieux et puis bien les choses se sont petit à petit dégradées. Et tout à l'heure, il y a 2 ou 3 minutes, une ondée est tombée, a humecté un petit peu la piste. Certains concurrents ont même cru devoir effectuer leurs essais d'échauffement, leur tour d'échauffement avec des pneus de pluie à sculpture. Et puis tout est rentré dans l'ordre. Pour le moment, le nuage est passé, la piste s'est asséchée et tous les concurrents sont donc équipés de leurs pneus lisses, leurs pneus de sec par conséquent. Sur la grille de départ que nous voyons en ce moment. Ce qu'on peut dire, c'est que même en cas de pluie, cela ne changerait pas grand-chose à la domination des McLaren. On l'a vu lors des premières séances d'essai qui se sont déroulées par temps humide. Les deux premières voitures, les deux meilleurs temps étaient toujours ceux des deux McLaren Boys, des deux voitures McLaren Boys, de Prost et de Senna. Oui, ce qu'on aurait pu peut-être penser ou bien redouter, c'est selon, c'est que la pluie favorise un cavalier seul ou une échappée de Ayrton Senna, dont chacun sait qu'il est absolument irrésistible souvent lorsqu'il pleut et lorsque la piste est mouillée. Il l'a démontré notamment lors d'un mémorable Grand Prix du Portugal en 1985. Et voilà d'ailleurs justement Ayrton Senna maintenant à l'image. Ayrton Senna qui, comme à Rio donc, a réussi à obtenir la pole position, le meilleur temps aux essais. Espérons pour lui naturellement qu'un incident comme celui qui l'a stoppé sur la grille de départ du Grand Prix du Brésil ne se produira pas et ne nous privera pas du duel avec Prost que, vous l'imaginez, tout le monde attend avec impatience et avec plus que de la curiosité, avec vraiment le désir de revoir
ces deux grands champions en découdre. Un circuit qui réussit toujours très bien à Ayrton Senna, surtout au niveau des essais, puisque c'est sa 4e pole position consécutive. Il ne termine pas toujours les courses ici. Il a tout de même fini second l'année dernière. Il ne termine pas toujours, mais il réussit très très bien aux essais. C'est sa 19e pole position dans sa très très courte carrière. Alain Prost, Magic est de retour, comme on dit. Et puis voilà Alain Prost qui lui, eh bien vous le savez, ça n'est pas un spécialiste de la pole position. Alain accorde souvent davantage d'importance au réglage de sa voiture en vue de la course qu'à l'obtention du temps maximum aux essais. Voici Nelson Piquet qui est équipé du même moteur Honda que les pilotes de McLaren, mais dont les résultats sont très nettement en dessous de ceux obtenus par ses confrères habillés de rouge et de blanc. En vert et jaune, Alessandro Nannini, un pilote extrêmement rapide. J'ai eu l'occasion de le voir pendant les tours d'essai chronométrés. C'est extrêmement spectaculaire, hyper agressif. Berger, première Ferrari, à 3 secondes 5 de la McLaren de Senna. C'est énorme, José. Bah oui, le rouge de la honte. Je l'ai cité tout à l'heure, ce titre de quotidien italien. Alors voilà ici Riccardo Patrese qui a causé une petite surprise en se montrant plus rapide que son coéquipier, l'ultra rapide Nigel Mansell, sur la Williams à moteur Judd. C'est le plus rapide des pilotes équipés de moteurs atmosphériques. Eddie Cheever et son Arrows Megatron BMW, résurrection de ces voitures qui l'année dernière n'étaient pas extrêmement bien placées et qui, grâce à la nouvelle réglementation, grâce à cette pop-up valve qui doit limiter la pression à 2,5 bar, reviennent au premier plan. On s'attendait à des gros problèmes de consommation, mais finalement ça n'a pas l'air de se passer trop mal pour cette équipe. Non, alors il faut dire que la consommation, eh bien évidemment, c'est le facteur technique numéro 1 ici à Imola, où le passé nous a montré que les fins de course à cet égard pouvaient être cruelles pour certains concurrents qui sont quelquefois tombés en panne d'essence en vue de l'arrivée. Ici donc nous revoyons Nannini et sa Benetton. J'avais dit tout à l'heure que Patrese était le plus rapide des pilotes à moteur atmosphérique. C'était une erreur. Il s'agissait naturellement de Alessandro Nannini qui effectivement a fait très fort en se montrant plus rapide que Thierry Boutsen, un pilote pourtant estimé, mais qui a rencontré pas mal de problèmes au cours des essais. Il ne faudrait peut-être pas trop se hâter de tirer des conclusions de 5 minutes. 5 minutes me fait signe Jean-Louis Moncet qui est de nouveau auprès de nous et qui veille sur nous afin de nous éviter de dire trop de bêtises, ce qui peut toujours arriver dans le cours d'un reportage, et qui compte scrupuleusement les tours et qui surveille les écarts avec nous. C'est dire l'importance. Oui, aussi, bon, non, il n'est pas comme ça, lui. En tout cas, c'est dire l'importance de son rôle. Et donc, les deux McLaren en première ligne. Bon, les deux McLaren, on a tout dit là-dessus, sont absolument irrésistibles. Elles l'ont montré à Rio alors qu'elles débutaient. On croyait que peut-être l'écart allait un petit peu s'amenuiser ici avec les essais, tous les progrès qu'ont effectués leurs concurrents. Eh bien non, au contraire, cet écart s'est creusé. Alors vous évoquiez tout à l'heure la bagarre aux essais entre Senna et Prost. Ce qu'on peut dire, ce qui est tout de même assez significatif pour expliquer peut-être le fait que Alain n'attache pas trop d'importance à ses pole positions, c'est que pendant toute la séance d'essai, il interdit à ses panoteurs, à ses mécaniciens qui lui passent les temps, de lui passer les temps de Senna. C'est même assez significatif ça. Oui, c'est vrai, il ne veut pas se laisser entraîner dans un duel stérile qui pourrait évidemment se terminer d'une manière je dirais pas tragique, bien sûr, mais enfin en tout cas, qui pourrait avoir des répercussions sur l'état de santé de sa voiture pour la course, c'est la chose qui le préoccupe le plus. Cependant, il ne faut pas douter que malgré ses bonnes résolutions, Alain est quand même assez sensible à l'évolution de son duel et de son rapport de force avec Ayrton, et qu'il tentera le maximum le jour où il sentira qu'il en a les moyens, la possibilité technique pour essayer de battre le temps de son rival. C'est d'ailleurs peut-être dans une certaine mesure à cause de ça, même s'il ne veut pas le reconnaître, que le petit incident d'hier avec Arnoux s'est produit, n'est-ce pas, Christian? Oui, absolument. Alain est reparti quand Ayrton a réalisé ce super temps. Alain est reparti pour tenter de lui ravir la pole, et dans un virage, en tentant de faire l'intérieur à Arnoux, qui semblait avoir
bien vu les drapeaux bleus lui signifiant que quelqu'un allait le doubler. Arnoux a brutalement fermé la porte à Alain et l'accrochage était inévitable. Pas de bobo, seulement les voitures un petit peu abîmées. Le classement au championnat du monde après la course de Rio, 9 points à 0, on pourrait dire 9 points pour Prost, 0 points pour Senna. Berger 6 points, Nelson Piquet 4, Derek Warwick 3, Alboreto 2, Nakajima 1. Et sur la grille de départ, voici justement l'homme qui n'y est pas. C'est Andrea De Cesaris qui a eu des ennuis ce matin avec sa coque et sa suspension avant, qui a dû faire effectuer une grosse réparation, laquelle s'est achevée après que la procédure de mise en grille se soit achevée, ce qui explique qu'il prendra le départ depuis la zone des stands, tout seul, une fois que le peloton aura bouclé le premier tour. Vous ne verrez pas non plus sur la grille de départ les Ligier, malheureusement. Et ceux qui n'ont pas été au courant des résultats des essais l'apprendront maintenant sans doute avec autant de tristesse que nous. Ni Arnoux ni Johansson ne figurent sur la grille de départ. Les deux Ligier ont été éliminés aux essais. Cette équipe malheureusement a touché le fond ici aujourd'hui, ici hier plutôt à Imola. Eh bien il faut espérer qu'elle pourra se ressaisir et c'est tout le mal que nous lui souhaitons. En tout cas, nous gardons toute confiance dans son esprit parce que nous savons que Michel Tétu est un technicien valable, nous savons que les mécaniciens sont animés d'une motivation extraordinaire, nous savons que Guy Ligier n'épargnera rien pour sortir du trou dans lequel il est actuellement. La seule chose qui est à redouter, c'est que leur voiture soit techniquement difficile à améliorer, comme l'a été par exemple la Brabham BT55 il y a 2 ans, vous vous souvenez, cette superbe voiture surbaissée de l'ingénieur Gordon Murray qui était très prometteuse et splendide, mais qui malheureusement n'a jamais marché. Et pour qui on avait construit, BMW avait construit un moteur spécial complètement tout à plat. Alors ce qu'on peut dire toujours à propos de Ligier, c'est que maintenant il reste pas mal de travail. Il faut déterminer si les solutions techniques adoptées, à savoir une voiture à 2 réservoirs, sont viables, si on peut continuer à travailler dans ce sens-là, ou finalement s'il faut tout effacer et tout recommencer. Alboreto, dont il se confirme décidément qu'il est éclipsé quelque peu par son très rapide coéquipier Gerhard Berger. En tout cas, tous les deux forment une paire de pilotes de tout premier plan. Mais les Ferrari, comme à Rio, plus qu'à Rio encore peut-être, ont subi la loi des irrésistibles McLaren pendant ces essais. Alors maintenant, tout le problème va être de savoir si, en conditions de course, la hiérarchie va rester la même ou du moins si l'écart va rester le même. Car la hiérarchie, je crois que effectivement, on peut s'attendre à voir les deux McLaren prendre le large, sauf aléa, et creuser l'écart avec leur poursuivante. Alboreto a des problèmes, José, on me signale, Alboreto partira derrière tout le monde. Oui, car le règlement stipule que pendant le tour de formation qui se déroule actuellement, il est interdit à un pilote qui a perdu sa place d'essayer de la regagner en se faufilant entre ses adversaires pour retrouver sa place sur la grille. Un petit mot pour les Français, à part Prost qui est bien sûr sur la première ligne aux côtés de Senna. Philippe Stress avec son AGS aux couleurs de Bouygues est sur la 7e ligne, une superbe performance pour cette voiture toute neuve. Philippe Alliot est sur la 8e ligne et Yannick Dalmas sur la 10e ligne. Voilà, alors sous vos yeux, le circuit Dino Ferrari d'Imola. Dino Ferrari du nom du fils mort de Enzo Ferrari est situé à une trentaine de kilomètres à peine des ateliers de la plus célèbre écurie de course du monde. Tous les gens qui s'agglutinent autour de ce circuit et que vous apercevez au fur et à mesure que les images se déroulent, eh bien ce sont tous des inconditionnels de la Scuderia, les tifosi, comme on les appelle. On parle de 190 000 personnes. Alors pendant qu'on découvre ce dessin, on se rend compte que c'est un circuit extrêmement complet. Tout à fait, il est, vous voyez, composé d'une section rapide que vous voyez sur la droite du schéma et d'une section tortueuse, sinueuse que vous voyez sur la gauche du schéma. Il est également vallonné. C'est un circuit tout à fait complet, au revêtement
peu abrasif et de ce fait d'ailleurs nous ne devrions pas voir en principe de changement de roue pendant ce Grand Prix qui devrait donc se dérouler théoriquement d'une manière ininterrompue. Les numéros que vous voyez là, ce sont l'emplacement des caméras de télévision, bien sûr. 10 caméras de télévision, c'est un beau score. Normalement, oui. Nous devrions assister à un beau reportage au point de vue... Mais malheureusement, Christian, plus de caméras à bord de la voiture. Malheureusement... On en parlera tout à l'heure. Oui, on aura l'occasion d'en reparler. C'est dommage, c'était un plus indiscutable. Et cette année, en plus, ça promettait d'être un grand plus, si je puis dire. Voilà, les deux McLaren en première ligne. Donc, vous le voyez, à droite, le casque jaune, c'est Ayrton Senna. À gauche, le casque blanc et bleu, c'est Alain Prost. À droite, derrière Senna, en jaune, Nelson Piquet. À gauche, en vert, Alessandro Nannini. On surveille le feu rouge qui va indiquer aux pilotes que le feu vert est imminent. Il en manque à gauche, là. Oui, ben voyez, ça arrive petit à petit. Nakajima. Il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Les moteurs jeunes n'aiment pas beaucoup ce genre de gymnastique. Donc les 26 concurrents ne sont pas au départ puisque Andrea De Cesaris, lui, et sa petite Rial sont dans les stands pour le moment. Voilà, vous avez vu au fond Alboreto. Exact, la voiture rouge là-bas, tout là-bas derrière, c'est celle de Michele Alboreto qui partira donc avec un considérable handicap. Ça nous permettra certainement de suivre une spectaculaire remontée de sa part. On est parti pour 60 tours. Moment toujours angoissant, toujours aussi c'est long avant d'allumer le rouge. Ah voilà, ça y est. Voilà. Oh là, mauvais départ d'Alain. Voilà, superbe départ d'Ayrton Senna, médiocre départ ô combien d'Alain Prost, vous l'avez vu, les éléments. Tandis que Berger s'était fait un peu tasser à gauche, vous l'avez vu. Voilà, c'est Nelson Piquet qui est en deuxième position donc pour l'instant et attaqué par Patrese, je crois. Ou Mansell ou Patrese, c'est difficile à voir. Oui. Enfin, en tout cas, les deux Williams se suivent. Et Berger est derrière, étant 1, 2, 3, 4, 5e position. Alain, ça, 17e. Il va avoir du mal un petit peu à s'en sortir, là, certainement. Senna, bien entendu, va en profiter pour s'échapper. Alain qui avait déjà connu des petits problèmes pour démarrer. Même ce matin des stands, il y avait un problème de réponse de l'accélérateur. Oui, il y avait un défaut dans la soupape de décharge. Oui. Oui, une Tyrrell. Voilà déjà, c'est la Dallara qui débute aujourd'hui que vous voyez devant la Ferrari d'Alboreto, voiture rouge aussi. Dallara moteur Ford, conduite par le petit Alex Cassi. Oh là là. Ayrton Senna a creusé l'écart déjà. Et Nannini qui est en 4e position. 3, 4, oui. Voilà, vous voyez Piquet qui conduit le peloton et déjà une bonne trentaine de mètres d'avance au moins pour Ayrton Senna. Pendant que Prost est 2, 3, 4, 5, 6e. Piquet bouchonne un petit peu, on a l'impression. C'est Patrese qui est en 3e position. Oui. Bien vu. Et voilà l'abord du deuxième tour à l'endroit le plus rapide du circuit. Et très très net, Piquet qui semblait bouchonner un petit peu à la fin de la portion lente. Attaque de Nannini. Oh là là, ça a failli passer, mais non, ça n'est pas passé. Je crois que le classement n'a pas subi de modification. Senna, Piquet, Patrese, Nannini, Berger et Prost en 6e position, donc comme tout à l'heure. Voilà ici un groupe donc de 5 voitures roue dans roue. Et il va être passionnant bien sûr de suivre la course d'Alain Prost pendant que Senna lui a d'ores et déjà mis un bon coussin de sécurité entre lui et ses poursuivants. Piquet, Patrese, Nannini, Berger, Prost, Shiver. Prost est 11e, Alliot 15e. Et Dalmas donc 17e. Oui, deux places derrière. Alors c'est très très net. À la fin des portions lentes, on sent
Je pense qu'on a aperçu, pardon de vous couper Christian, on a aperçu fugitivement, je crois, la Rial de Césaris toujours au stand. On n'aurait donc pas pris le départ. Je disais donc à la fin de cette portion lente, on voit la Williams de Patrese qui est dans l'échappement de Piquet, et dès que le circuit devient plus rapide, les chevaux peuvent parler. À ce moment-là, Piquet respire un peu plus et reprend quelques mètres d'avance. Échappé de Ayrton Senna, l'écart se creuse, vous le voyez, il est près de 5 secondes d'avance déjà maintenant pour le Berger Brésilien. a passé Nannini. Oui, et Prost en fait autant. Voilà. La puissance parle, là le turbo quand même. Ça commence à bouger un tout petit peu dans les tribunes, non? Oui, on a entendu une ovation là, pour encourager Berger, bien sûr. Donc... Alors c'est tout à fait étonnant, ça reflète les essais, ça reflète l'échauffement, mais là on a tout de même du mal à comprendre. Piquet et la McLaren de Senna, deux moteurs Honda, deux moteurs semblables qui doivent développer à exactement la même puissance, et en quelques minutes, un écart tout à fait significatif. Oui, ça reflète exactement l'écart qui s'était creusé aux essais, pas tout à fait quand même, mais presque. Ça montre effectivement que la McLaren est nettement plus efficace pour l'instant en tout cas que la Lotus, et que Senna peut-être est lui-même plus efficace que... Ah, ici c'est Capelli, je crois, Capelli sur la marche que nous avons vu immobilisé. Piquet a creusé un petit écart sur Patrese. Patrese le plus rapide des pilotes à moteur atmosphérique pour le moment, donc, puisqu'il occupe la 3e place. Senna, souverain pour le moment, bien sûr. Senna parti pour un cavalier seul, sauf aléa. Voilà ici une nouvelle attaque de Patrese qui passe de Berger, je veux dire, mais pas moyen. Patrese a gardé la 3e place. Avec Prost qui est pas mal, hein, la question d'embuscade, c'est sa tactique habituelle, hein, là on le sent bien là. Hein. Oui, mais il est pressant dans les roues de Berger, lequel est lui-même très pressant dans celle de Patrese. Une belle bataille là pour la 3e place, vous le voyez. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est que ça dure trop longtemps et que Senna s'envole. Ah oui, Senna s'est déjà envolé un petit peu, faut bien le dire. Un petit peu quand même. Il sera dur à rattraper, disons, en tout cas. Ça, c'est certain. Voilà ici... toujours donc cette bataille pour la 3e place, alors que Piquet a pris quelques longueurs d'avance sur Patrese, et que Patrese semble gêner un petit peu Berger et Prost, voire Nannini, qui sont pressants dans ses roues. Alors je sais, ce qui serait intéressant de savoir, c'est si Senna et Prost ont adopté au plan aérodynamique exactement les mêmes réglages, parce que finalement c'est une course tactique, c'est une course qui va se jouer au litre d'essence près. Il n'y aura pas de problème a priori de pneumatique, puisque normalement on ne devrait pas s'arrêter pour changer de pneu, mais ça va se jouer au litre d'essence près. Il va falloir doser sa course magnifiquement. Tout à fait, mais pour le moment d'ailleurs à cet égard, disons que Senna est mieux placé que Prost. Alain, très pressant. Voilà, il va essayer de passer Berger là à Tossa ici au freinage, mais vous voyez que Berger est sur la trajectoire et n'entend pas du tout laisser la porte ouverte à Alain Prost, il va essayer de l'attaquer là de nouveau. Il a remis du boost là, vous croyez? Ah, sûrement, oui, bien sûr. Là, il est vital pour lui de passer. D'ailleurs, je crois que c'est fait. Voilà. Effectivement, Prost a passé Berger et s'est emparé maintenant de la 4e place. Prochain objectif, donc, Ricardo Patrese, l'étonnant Ricardo Patrese. Ça sera peut-être plus facile, ça. Oui, théoriquement, ça devrait être plus facile parce qu'en effet, une différence de puissance sensible entre la voiture à moteur jet atmosphérique de Patrese et la McLaren Honda de Prost. Donc, si la première est peut-être un petit peu plus maniable et vive dans les portions sinueuses comme ici, eh bien, en revanche, dans la portion rapide, Alain devrait pouvoir profiter de son avantage de puissance pour prendre le meilleur sur la Williams. Ça se chiffre à combien ces différences de puissance? Écoutez, on peut aujourd'hui sur le marché, c'est très difficile à savoir, mais disons qu'on peut estimer qu'un moteur Judd développe un petit peu moins de 600 chevaux et un moteur Honda de l'ordre de 650 chevaux, mais une différence en couple qui est certainement encore plus grande et qui permet en tout état de cause au moteur turbo des accélérations phénoménales.
Voilà, on va voir si Alain peut tirer parti de sa puissance supérieure ici dans la section rapide avant Tossa. Il s'est approché maintenant, il est dans le sillage, dans la boîte de vitesse de Patrese. Voilà, il est prêt à attaquer, il attaque. Il attaque et il passe sans coup férir Ricardo Patrese pour prendre maintenant la 3e place. Le freinage n'a pas été facile. Hein. Ah, il n'a pas été triste en effet. Mais Patrese a vendu chèrement sa peau. Cependant, Alain avait pris un avantage décisif et le voilà maintenant 3e. Reste Piquet maintenant qui a pris une dizaine de longueurs d'avance à peu près. Actuellement, Senna a 8 secondes d'avance, ça va être intéressant, 8 secondes de 3 d'avance sur Prost, ça va être intéressant à surveiller. Absolument, nous avons donc accompli 6 tours maintenant, c'est ça? 6 tours, oui. 6 tours et l'avance de Senna sur Piquet, elle est d'un peu plus de 6 secondes justement, donc à peu près 1 seconde au tour. Ce qui montre que Senna, tout en s'échappant, s'est montré raisonnable, car il avait certainement un potentiel supérieur à celui-là. Ça veut dire qu'il économise tout en allant vite. Il faut dire que Senna n'est pas Rosberg et que Prost ne doit pas attendre de sa part une opposition qui se limite à quelques actes de bravoure et de panache. Senna est un garçon aussi intelligent qu'il est rapide. Et puis au fil des courses, le Senna se bonifie un peu aussi, parce que je me souviens, il y a tout de même une certaine époque, les débuts chez Toleman et puis avec les Lotus Renault, où là il était encore un petit peu impulsif, un petit peu jeune. C'est vrai, mais ça y est, maintenant évidemment l'expérience est venue depuis 84 que Ayrton Senna court en Formule 1. Voilà Berger aux trousses de Patrese, il essaye à Tossa, ça ne marche pas. À lui, il n'avait pas pu prendre une aspiration et un avantage suffisant, cependant que Nannini, dans la plus rapide des deux Benetton à moteur Ford, suit et assiste de très près à l'explication entre Berger et Patrese. Alors entre Patrese, pilote italien sur une voiture anglaise, et Berger, pilote autrichien sur une voiture italienne, le cœur des Italiens, il n'y a aucun problème. Pas d'hésitation. Pas d'hésitation, évidemment. C'est Berger et la Ferrari, parce qu'ici Ferrari... Oh là 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 là. Ah oui, oui. Et ben là, il a fait une erreur, Berger, vous l'avez vu, et aussitôt Nannini en a profité pour le dépasser. Voilà, il est sorti un petit peu mal, un petit peu trop large, il a dû lever le pied. C'est un problème technique, regardez, il perd beaucoup de terrain. Peut-être, oui, c'est possible. En tout cas, Nannini, vous l'avez vu, a aussitôt saisi sa chance et a dépassé la Ferrari à la grande déception, vous l'imaginez, de tous les tifosi. Déjà hier, Berger avait fait un tête-à-queue pile devant les tribunes à la sortie de la chicane de celle-ci, là. Et c'est-à-dire là, l'endroit où ils sont massés le plus de spectateurs, vous auriez vu la consternation dans les tribunes, c'était quelque chose. Alors le classement, 1 Senna à 6 secondes, un petit peu plus de 6 secondes Piquet, 3e Patrese, 4e Prost, 5e Berger, non ça c'est faux, c'est 5e Nannini, 6e Berger, 7e Shiver, 8e Wutzel, 9e Mansell, 10e Stress. Prost est prêt à attaquer, regardez Christian, voilà, il se porte à la hauteur de Piquet, il va essayer de l'attaquer par l'intérieur au freinage de Tosa, ça va être très difficile, mais je crois qu'il va pouvoir y arriver. Oui, magnifique, absolument. Formidable. Sans discussion d'ailleurs, Piquet n'a pas insisté outre mesure, vous l'avez vu, bien qu'il ait fait un petit travers à la sortie comme pour saluer son rival, ce qu'il n'a certainement pas fait de gaieté de cœur. En tout cas, les choses, disons que la normale s'est rétablie. Nous avons donc maintenant les deux McLaren Honda en tête devant la 3e voiture à moteur Honda, celle de la Lotus de Piquet. Les deux pilotes de McLaren donc au commandement de ce Grand Prix, et un écart entre le leader Senna et le second Alain Prost qui se chiffre à environ 8 secondes. 8 secondes et demie exactement. Donc 8e Boutsen, 9e Mansell, 10e Streff, nouvelle de nos petits amis français, 15e Alliot, 16e Dalmas, 19e Alboreto. Et Nannini, donc, qui fait un début de course tonitruant, comme l'avait laissé présager d'ailleurs son comportement aux essais, qui avait été particulièrement brillant. Nannini qui pilotait l'année dernière une voiture de 2e plan et qui cette année a reçu une promotion en se voyant donner le volant de la Benetton Ford, qui est certainement l'un des châssis les plus performants de la Formule 1. Et qui est maintenant aux trousses de Ricardo Patrese. Voilà une explication
qui va certainement être très intéressante entre deux pilotes italiens, l'un qui est le plus chevronné de tous les pilotes de Formule 1, Riccardo Patrese, qui est celui qui a le plus de grands prix à son actif, et l'autre, un espoir, Alessandro Nannini, un jeune qui veut tailler sa place au soleil, qui a les dents longues et qui semble avoir le talent nécessaire pour justifier ses ambitions. Alors tout à l'heure, quand Alain a doublé Nelson Piquet, vous avez vu à la sortie du virage Nelson Piquet qui effectuait une petite glissade. Des glissades comme ça, on en a vu sur cette Lotus avec Nelson Piquet beaucoup tout au long des essais. Alors on a un petit peu de mal à comprendre, José, pourquoi avec deux moteurs semblables, deux moteurs qui ont le même couple, deux moteurs équivalents en puissance, il y a une voiture qui glisse et une voiture qui ne glisse pas. C'est une question de pilotage ? C'est une question de mise au point de châssis essentiellement, et c'est une question également d'efficacité du dit châssis. Il est bien évident, ça saute aux yeux, que pour l'instant le châssis de la McLaren est plus performant que celui de la Lotus. Gérard Ducarouge, qui a dessiné la Lotus, en convient lui-même. Il sait que après avoir perdu une saison, pour ainsi dire, à essayer de mettre au point une voiture dotée d'une suspension active qui s'est révélée être un échec, eh bien il lui faut maintenant rattraper son retard sur ses rivaux qui entre-temps ont perfectionné les voitures équipées de suspension conventionnelle. Donc à cet égard, il est certain qu'il y a une différence. Et d'autre part, il est certain aussi que Piquet et Ducarouge doivent apprendre à se connaître pour bien communiquer et tirer le maximum, exploiter le maximum du potentiel de leur matériel. Et enfin, évidemment, il y a aussi une question de pilotage. Il est certain que quand on voit l'écart que creusait l'année dernière Senna par rapport à Nakajima et qu'on le rapporte à celui que creuse cette année Piquet par rapport au même Nakajima et qui est très très nettement moindre, eh bien on voit bien là que Senna est un pilote actuellement plus performant que Piquet. D'ailleurs, nous parlions hier soir longuement avec Gérard Ducarouge, qui semble un tout petit peu déçu du pilotage de Nelson Piquet. Il est certain qu'il n'a pas retrouvé avec lui l'égal de Senna. Senna qui, je vous le rappelle, caracole actuellement en tête du Grand Prix de San Marino, alors que nous en sommes au 9e tour, et que l'écart avec Alain Prost s'est un petit peu réduit. Il est descendu en dessous des 8 secondes. Il était tout à l'heure donc de 8 secondes et 15 centièmes. Il n'est plus maintenant que de 7 secondes et 89 centièmes. 10e tour donc. Le 10e tour, c'est maintenant 7 secondes 5 exactement. Eh bien Alain, pour le moment, semble parti pour grignoter, c'est le mot je crois, son retard sur Ayrton Senna. Ayrton Senna qui n'a pas lieu de s'en montrer trop inquiet pour le moment, qui doit certainement calculer au plus juste sa consommation par rapport à sa vitesse. Voilà toujours l'explication, toujours aussi rude. Patrese Nannini qui n'est pas triste. Alors justement, à propos de la consommation, ça se passe exactement pratiquement comment ? Les pilotes ont la radio, mais j'imagine que c'est pas par radio qu'on leur dit vous êtes bien au niveau consommation, plus vite, moins vite, vous pouvez mettre de la pression, moins vite. Si, tout de même. Les ingénieurs ont un système de télémétrie qui leur permet de mesurer la consommation de la voiture et de donner éventuellement des indications aux pilotes s'il y a lieu d'effectuer une manœuvre pour diminuer cette consommation ou si au contraire on peut lui permettre de se montrer plus généreux. Mais le pilote lui-même dispose à son bord d'un ordinateur à affichage numérique qui lui permet de surveiller de son côté lui aussi sa consommation. Et cela autour de... Oh là là, vous avez vu que Patrese a pris un petit peu large là. Il est sur toutes les bordures. Patrese, il se défend bec et ongle contre la pression qu'exerce sur lui Alessandro Nannini déchaîné. Et vous voyez que ces deux hommes n'ont pas perdu le sillage de la Lotus Honda de Piquet, pourtant autrement puissante que leur voiture à moteur atmosphérique, cependant que Berger, lui, est toujours derrière, un tout petit peu décroché. Alors on peut peut-être expliquer ce début de course pas extrêmement rapide de la part de Berger dès le début par un problème de consommation. La Ferrari consomme un petit peu trop et Berger est obligé de baisser la pression s'il veut essayer de rallier l'arrivée. C'est possible. En tout cas, ce qui est intéressant
peut-être de vous signaler, parce que ça n'est peut-être pas évident pour tout le monde compte tenu de tout ce qu'on a lu et entendu à ce sujet. Il faut savoir tout de même que les voitures à moteur turbo, bien que plus puissantes, consomment moins que les voitures à moteur atmosphérique. En fait, on peut estimer la consommation des voitures à moteur turbo aux environs de 50 litres au 100 km, alors que celle des voitures à moteur atmosphérique atteint largement 60 litres au 100 km. C'est dire que, contrairement aux idées reçues, eh bien, le progrès, la haute technologie n'est peut-être pas du côté des moteurs atmosphériques que l'on qualifie volontiers et démagogiquement de moteurs de l'avenir, mais plutôt, au contraire, du côté des moteurs turbo qui seront malheureusement bannis à la fin de cette saison. Et du côté de chez Ferrari, on doit peut-être aussi se mordre les doigts dans le choix qu'on a fait la saison dernière. Il s'agissait de savoir quelles allaient être ce qu'on allait faire cette année au niveau des voitures. On a choisi chez Ferrari de conserver l'ancienne voiture, d'adapter le moteur turbo à ces nouvelles normes à 2,5 et à 150 litres et de favoriser le développement d'une voiture complètement nouvelle à moteur atmosphérique qui pourrait en cours d'année venir remplacer cette voiture à moteur turbo. En fait, on voit que c'est une erreur, ce n'est pas le bon choix. Il fallait, comme la McLaren... Oh là là, quelle bataille! Regardez, Christian, regardez. Oui. Ah oui, Nani, vraiment, il est à droite, il est à gauche, il est partout, il doit avoir plein ses rétroviseurs, Patrese. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un chevronné, Patrese. C'est lui qui a le plus de grands prix sous les bretelles de son harnais. Et ça n'est pas ça qui risque de l'impressionner, il en a vu d'autres. C'est un vieux briscard. Alors, Nannini fait de son mieux pour essayer de l'impressionner, bien sûr, mais je ne crois pas que ça produise un grand effet sur le flegmatique Ricciardo. Cependant que Berger, lui, il est aux premières loges. Et voilà que Boutsen, maintenant, revient. Boutsen qui avait effectué un départ relativement modeste, puisqu'il était plus loin sur la grille, eh bien, il est en train de remonter. Et avec Mansell, ils ont tous les deux passé Cheever, qui tout à l'heure occupait donc la place derrière la Ferrari de Berger. Donc le classement maintenant à l'issue du 12e tour, alors que l'écart entre Senna et Prost se maintient maintenant. Il est à peu près stable, il était de 7,5, il est passé à 7,6. Voilà le 13e tour. Le 13e tour qui s'est achevé pour les leaders, cependant que la bataille continue ici pour la 4e place. L'écart, l'écart est tombé en dessous de 7 secondes. Écart, Senna, Prost, 6 secondes, 89 centièmes à l'orée du 13e tour. 6 secondes, 89 centièmes pour Prost. Piquet, lui, est maintenant presque à 17 secondes. 17 secondes de Senna. Voilà, donc nous avons actuellement une bataille toujours aussi fantastique entre ces deux hommes pour la 3e place, pour la 4e place, je vous le rappelle, de ce Grand Prix de San Marino. 13 tours ont été couverts. Senna est en tête avec un peu moins de 7 secondes d'avance sur Alain Prost. Le 3e est Nelson Piquet avec un peu moins de 11 secondes de retard. Puis viennent donc Patrese, Nannini que nous voyons batailler ici devant Berger, Boutsen, Mansell et Cheever. Puis viennent Streff sur l'AGS. Puis nous avons toujours en course Dalmas et Alliot. Et si vous le voulez bien, alors que l'on nous signale que c'est Prost qui détient le tour le plus rapide pour le moment, si vous voulez bien, nous nous retrouverons dans un petit moment. Eles vão sair da Rivasa para a variante marcha. Para outra vez entrar no estádio. Olha o Thierry Boutsen como vem chegando ali. Vem tentando se aproximar de Berger. Senna e Prost já passaram. Portanto, já são 14 voltas completadas. Aquela volta do Prost, que passou a ser a volta mais rápida, tirou a diferença para 6,9. Você viu embaixo ali, depois de 14 voltas, o número de cada um dos carros nas primeiras posições. O Prost virou aquela volta em 1:32,58, virou agora 1:32,68 e o Senna está em 1:33,10, um ritmo um pouco menor, por isso o Prost está chegando.
sempre Nannini ali comboiando o Ricardo Patrese. Rede Globo na Fórmula 1. Fórmula 1 88. Oferecimento chocolates Nestlé. Produtos da Veni. Cerveja Brahma Chopp. Camisas e malhas US Top. E do seu Posto Esso. Aí você vê outra vez Piquet. Repara aquilo que nós dizíamos. Como o Nannini afastou um pouquinho do Patrese, Patrese pôde voltar a andar melhor. Então ele volta a se aproximar de Piquet. Olha, agora está bem próximo realmente a Nelson Piquet. Piquet é o terceiro, Patrese o quarto, Nannini é o quinto. E o Thierry Boutsen já com tudo para fazer a ultrapassagem em cima do Berger. Para tomar a sexta posição. Olha lá, Berger e Boutsen. Nannini volta a atacar. E o Boutsen atacando o Berger. Duas brigas bonitas. Esta vai a quarta posição. Chega para lá, Nannini, disse o Patrese. Boutsen faz a ultrapassagem em cima de Berger. Aí já Thierry Boutsen à frente de Gerhard Berger. Olha o Nannini. Ele deve estar sentindo. Se ele quer alguma coisa em relação ao Piquet, ao terceiro lugar, se a sua ambição é grande na corrida, ele tem que passar pelo Patrese. Quando ele está indo à sequência de curvas, Patrese abre. Quando chega na freada, Nannini encosta. E aí o Boutsen, que já passou e abriu em relação a Berger. Lá vem o Mansell. Você estava estranhando o Mansell não ter aparecido? Lá vem ele. Vem o oitavo, Nigel Mansell. Aí outra vez Patrese e Nannini. 16 voltas completadas. Piquet é o terceiro. Patrese é o quarto. Nannini é o quinto. Volta mais rápida, Ayrton Senna. A última, de número 16, 1:32.533. A média já se aproximando dos 200 km horário. Olha o Nannini e o Patrese. Aí não dá, Nannini. Aí você compromete a sua curva, o Patrese sai mais forte. Formidable, regardez toujours la lutte entre Nannini et Riccardo Patrese. Évidemment ici dans le public c'est du délire, deux pilotes italiens aux prises l'un avec l'autre. Nannini qui a tout à l'heure, on a cru que Nannini allait réussir à faire l'intérieur à Riccardo Patrese. Eh bien non, Nannini est toujours derrière l'expérimenté Riccardo Patrese. Et l'écart Senna-Prost à peu près stable, un tout petit peu plus de 7 secondes. Senna, Prost, troisième toujours Piquet, quatrième Patrese, cinquième Nannini. Boutsen avait pris le meilleur tout à l'heure sur Berger. Je ne sais pas si Berger n'a pas repris à l'instant le meilleur sur Boutsen. Non, vous le voyez Christian, il est à quelques longueurs derrière son coéquipier Nannini. Voilà, Thierry Boutsen qui a fait une remontée formidable et qui va sans nul doute essayer de venir se mêler lui aussi au duel qui oppose, au duel vraiment acharné qui oppose Patrese à Nannini. Patrese qui a pris 2 ou 3 longueurs, 3 ou 4 longueurs. Là, il a dû profiter d'une petite erreur de Nannini qui prend tous les risques évidemment pour essayer de prendre le meilleur sur son rival. Et il n'épargne aucun effort. C'est un pilote très généreux, Alessandro Nannini, très acrobatique, très adroit aussi. Cela dit, à la fin de chaque tentative, à la fin de chaque estocade, Nannini se retrouve un petit peu en difficulté à chaque fois. Quelques mètres. Oh, vous avez vu, il a allumé son pneu avant gauche, ça c'est pas très bon pour les pneus. Non, et d'autant plus que là, le point faible des Benetton, eh bien, ce sont les freins. Or, à tirer comme il le fait là sur ses freins, Nannini risque d'avoir une déconvenue bientôt à cet égard. Mais enfin, nous ne lui souhaitons pas, mais c'est un gros risque qu'il prend sans aucun doute. Alors ensuite, nous avons donc toujours Mansell, 9e Cheever et 10e, c'est une surprise et ça confirme son excellente prestation des essais. 10e, donc nous avons Philippe Streff avec l'AGS, une voiture
qui vraiment a fait une grande impression au cours de ses essais en se mêlant aux meilleures voitures à moteur atmosphérique. Oserais-je dire qu'on n'en attendait pas tant si tôt de la petite équipe de Gonfaron qui vraiment fait une excellente prestation aujourd'hui, ainsi que son pilote Philippe Streff, 10e donc, alors que les voitures de l'écurie Larousse Calmels, les Lola de Dalmas et Alliot sont roue dans roue en 16e et 17e position. Alors bien sûr, on espère que le réalisateur italien, dès que la bagarre entre l'ami Nannini et l'ami Riccardo Patrese sera terminée, et ayant été faire un petit tour devant pour voir ce qui se passe entre Prost et Senna, on aimerait bien aller un petit peu derrière, voir ce qui se passe du côté de la 10e place. Voilà Nannini de nouveau en position d'attaque, vous le voyez, mais bien sûr l'expérimenté Patrese choisit les meilleures trajectoires. Bien sûr, il lui a bouché la route à l'intérieur, il essaye par l'extérieur quand même, mais c'est mission impossible, rien à faire. L'avantage est resté à la Williams, à moteur Judd, sur la Benetton à moteur Ford, avec Thierry Boutsen qui se rapproche petit à petit, mais inexorablement. Voilà, vous voyez maintenant, il est déjà presque dans le sillage de Nannini. Il va certainement vouloir mettre son grain de sel dans cette affaire, ça risque de ne pas être triste. Thierry Boutsen qui a quelque chose à prouver aujourd'hui, parce qu'effectivement il a été dominé par Nannini aux essais, il veut certainement en appeler. Voilà ici c'est Alliot qui est au stand. Ah, malheureusement Philippe Alliot, qui donc occupait la 17e place tout à l'heure, juste derrière son coéquipier Yannick Dalmas. Au niveau puissance, au plan puissance, le Judd de Patrese et le Ford de Nannini, c'est à peu près pareil? Eh bien, le Judd est réputé un petit peu plus puissant, mais le Ford aurait un couple un petit peu supérieur. On peut dire que pratiquement, donc, c'est plus ou moins jeu égal. Et la différence se fait dans la qualité des châssis et celle des pilotes. Alors, qu'est-ce qui différencie pour l'essentiel le châssis Williams du châssis Benetton? C'est la suspension, car le châssis de la Williams est équipé d'une suspension à correcteur d'assiette du style actif, plus simple que celle de la Lotus l'année dernière, mais telle qu'elle l'avait déjà arborée en fin de saison elle-même, et suspension avec laquelle d'ailleurs ils avaient... Voilà encore une attaque de Nannini. Non, rien à faire, là il essaye vraiment pour rien, et voilà, il doit s'incliner d'ailleurs, rien à faire à chaque fois. Patrese lui prend l'intérieur, il essaye de lui faire l'extérieur, mais on va voilà, vous avez vu déjà Boutsen en position d'essayer de tirer les marrons du feu de cette lutte acharnée qui fait vraiment le spectacle. C'est extraordinaire, alors que nous allons atteindre bientôt le premier tiers de ce Grand Prix de San Marino, avec une lutte absolument passionnante, indécise et acharnée pour la 4e place, donc entre Riccardo Patrese, Alessandro Nannini et maintenant Thierry Boutsen. Et toujours un petit peu plus de 7... Oh là, Boutsen est sorti très large, vous l'avez vu, pardon de vous avoir coupé. Non. Mais vraiment là, il a essayé un petit peu trop. C'est lui maintenant qui a perdu quelques longueurs. On va sûrement assister comme ça à des rebondissements, à des incidents de course, à des exploits peut-être aussi, et à des déceptions. En tout cas, entre ces trois-là, c'est vraiment une lutte absolument acharnée. Cependant qu'à quelques encablures derrière se pointe maintenant Nigel Mansell. Voilà encore un pilote à panache qui va venir certainement se mêler à son tour à cette lutte extraordinaire pour la 4e place à laquelle Patrese s'accroche avec l'énergie du désespoir. Ce qu'on peut dire, c'est que les pilotes des Atmos là jouent un petit peu avec le feu, car ils ne sont pas eux non plus à l'abri de problèmes de consommation. Bien sûr, la capacité de leur réservoir est libre, ils peuvent emmener ce qu'ils veulent, mais qu'en dessinant les voitures, on n'a pas dessiné des réservoirs gigantesques, et on a choisi le meilleur, selon les études, le meilleur rapport compromis au niveau énergétique. Alors on peut se retrouver dans des situations bizarres et voir ici à Imola des voitures à moteur atmosphérique tomber en panne d'essence. Absolument, c'est une analyse très pertinente, Christian, vous avez tout à fait raison. Il pourrait y avoir des surprises du côté où on ne les attend pas, car c'est sûr que certains ingénieurs ont pris quelques risques en dessinant pour obtenir des voitures aussi compactes que possible, des voitures avec des réservoirs relativement étriqués, et de ce fait, il pourrait bien en effet y avoir des surprises en fin de course, comme c'est d'ailleurs la tradition ici sur ce circuit. Alors vous qui savez tout, José, par exemple, c'est Benetton.
Le réservoir, ils ont choisi de faire un réservoir de quelle capacité? Je vais vous dire la vérité, ils m'ont pas fait de confidence à cet égard. Ils ont tendance à ne pas répondre à ce genre de questions. Mais on imagine que... Voilà, on a vu, je crois, Alliot, voilà, c'est ça qui est reparti, donc qui a repris la piste et qui laisse passer ici le peloton des furieux dans les roues de Ricardo Patrese. Donc toujours qui gêne Boutsen. Oui, mais vous voyez, c'est écarté quand même, mais trop tard. C'est difficile comme ça, il faut dire, de reprendre la course de but en blanc après un arrêt au stand. Évidemment, le moral en a pris un coup, la concentration aussi. Il faut se remettre dans le bain. Et quand un peloton de furieux comme ça vous fond littéralement dessus au moment où on ne l'attend pas, eh bien, c'est un petit peu difficile de se remettre dans le bain. Voilà ce que va essayer Nannini, bien sûr. Il va essayer de mettre à profit le doublage d'un attardé pour prendre en défaut, pour trouver le défaut de la cuirasse dans la défense de Patrese. Mais Patrese, quelle expérience, évidemment. C'est pas lui qui va se laisser enfermer dans un piège. Mais, en revanche, il peut très bien commettre une erreur parce qu'être soumis comme ça à une pression incessante, tour après tour, virage après virage, eh bien, ça finit par se payer d'une usure nerveuse que même l'expérience n'est pas toujours suffisante pour contrer. Alors, on peut peut-être un petit peu parler de ces moteurs Ford DFR qui équipent les Benetton. Benetton étant la seule équipe à pouvoir bénéficier, on peut le dire, d'un Ford Cosworth usine, c'est ça? Oui, c'est ça, vous avez raison, mais en réalité, pour l'instant en tout cas, on ne croit pas qu'il y ait une grosse différence de puissance entre ces moteurs qui sont fabriqués en Angleterre dans les ateliers de Cosworth et les moteurs Ford dits clients qui sont pour la plupart d'ailleurs préparés et entretenus chez le spécialiste suisse, l'excellent spécialiste suisse Heini Mader, et qui, mon Dieu, sont équipés d'un allumage différent. Alors ils ont des petits handicaps parce qu'ils sont un petit peu plus hauts, ils sont pas des tout derniers perfectionnements, mais en réalité il n'y a pas des écarts énormes. Vous attribuez cette suprématie des Benetton par rapport aux autres voitures équipées de Ford Cosworth au châssis? Oh, je crois que, vous savez, c'est toujours hasardeux de vouloir attribuer une supériorité ou une infériorité technique à un seul facteur, mais enfin, je crois que les Benetton, voilà ici, je crois que l'attaque, voilà, par contre, elle va être, oui, ça va, c'est possible, ils sont vraiment côte à côte, non, si, mais il est à l'intérieur, ah non, il n'a pas pu arriver à se hisser vraiment tout à fait assez à la hauteur de Patrese qui a, vous avez vu, sans hésiter, fermé la porte au freinage. C'est un des pilotes les plus difficiles à passer. Hein. Oh, en plus, c'est Ricardo the Blocker, comme disent les Anglais. J'ai pas besoin de traduire. The Blocker, vous avez tous compris. Mais en fait, c'est vrai qu'il a un métier consommé et puis que ce n'est pas un tendre. 8 secondes 7 entre Senna et Prost. L'écart a un tout petit peu augmenté, mais enfin, c'est pas vraiment significatif. On peut imaginer que c'est dû au dépassement d'un attardé. Vous savez, ils vont jouer maintenant comme ça au chat et à la souris, Senna et Prost. Toute la question étant de savoir qui est le chat et qui la souris. Voilà Ayrton Senna qui mène les débats avec apparemment une certaine sérénité. La sérénité que lui donne, c'est 8 secondes et 69 centièmes d'avance sur Alain Prost. Je crois que sur leur valeur, et si aucun aléa ne vient se produire, il sera certainement très difficile à Alain d'espérer combler ce retard. Mais bien sûr, il s'agit d'un Grand Prix, il s'agit de course automobile et rien n'est jamais acquis. On le sait trop bien, surtout ici à Imola, un circuit qui a donné lieu dans le passé à des arrivées fertiles en coups de théâtre. Des voitures, vous l'avez vu, c'est évident, particulièrement avec les McLaren, des voitures qui ont moins de mètres cubes, des voitures peut-être un petit peu plus petites, des voitures en tout cas plus basses, de façon à avoir moins de résistance à l'air, tout ça bien entendu dans le but de consommer moins, puisque vous le savez, cette année, les turbos ne peuvent pas emmener plus de 150 litres d'essence. On a donc cherché au plan technique des parades à ces 150 litres d'essence, à cette possibilité d'emmener seulement 150 litres. Alors du côté des pétroliers, bien sûr, on a travaillé, on a cherché à mettre le plus d'énergie possible dans un même volume, dans 150 litres d'essence. On a trouvé des parades tout à fait intéressantes, tout en restant d'accord avec les règlements. Et puis les ingénieurs ont décédé des voitures beaucoup plus fines, beaucoup plus basses,
souvent beaucoup plus petite. C'était très net, c'est très net avec la voiture de Césaris qui n'est plus en course. C'est une voiture qui finalement aurait pu, José, qui a presque les dimensions d'une grosse Formule 3. Oui, c'est tout à fait ça, c'est absolument stupéfiant quand on voit les dimensions extrêmement réduites et la finesse extraordinaire de cette voiture qui a été dessinée par un ingénieur réputé, Alois Brunner, un ingénieur autrichien qui était chez Ferrari avant de dessiner cette voiture et qui a dessiné d'ailleurs la coque de la Ferrari que nous voyons aujourd'hui en course ici à Imola, une voiture donc de l'année dernière. Alors, petite déception, grosse déception même on peut le dire, c'est la remontée d'Alboreto. Eh bien, on peut dire qu'elle est plus laborieuse que prévu. Il est passé, Nannini? Il me semble. Ah, formidable. Je regardais le classement. Je regardais, moi, pendant ce temps-là, l'écran avec les classements. Oui, je crois que vous avez raison, effectivement. Nannini est parvenu à ses fins et il a enfin réussi à déborder Ricardo Patrese qui se retrouve maintenant en sandwich. Voilà, on va voir l'action. Voilà. Le freinage toujours au même endroit. Ah oui, mais alors là, effectivement, Patrese n'a pas réussi à prendre l'intérieur. Nannini a forcé sa chance, vous l'avez vu, et sa persévérance a fini par payer. Bravo Nannini. Magnifique course vraiment de Alessandro Nannini, un animateur hors pair sur qui on va pouvoir compter certainement tout au long de cette saison pour mettre de l'ambiance au sein des pelotons, pendant que Jean-Louis Moncey me montre, et oui, il a raison Jean-Louis, il me montre que l'écart entre Senna et Prost s'est accru sensiblement. Il est maintenant monté à près de 9 secondes et demie alors qu'il était de l'ordre de 7 secondes tout à l'heure. Il est évident que oui, effectivement d'ailleurs Alain a tourné en 2 secondes moins vite le dernier tour, le 25e tour, donc il vient de boucler que Senna, une 32,4 pour Senna, une 34,4 pour Alain, probablement le doublage d'un attardé qui lui a fait perdre un petit peu de temps. Et Nannini, oui c'est vrai, qui se rapproche de Piquet. Voilà ici Boutsen qui tente sa chance à son tour, et ça y est, il est passé, il a réussi à passer à son tour Ricardo Patrese. Fantastique l'attaque de Boutsen là, et qui a laissé Patrese sans réplique, impuissant. Mais voilà Mansell qui va venir à son tour se frotter aux roues de son coéquipier. Ça y est, il l'a passé d'ailleurs tout de suite. Voilà, maintenant donc on peut dire que Patrese affaiblit alors que Mansell se prépare à le relayer pour rivaliser avec les pilotes des Benetton qui pour l'instant ont pris le meilleur donc sur ce. Voilà l'attaque de Boutsen, absolument audacieuse, vous l'avez vu, il s'est vraiment propulsé. Ah oui, là il faut savoir qu'il ils sont un peu en catastrophe au freinage parce qu'ils sont rentrés très vite dans la courbe et ils ne peuvent pas prendre la bonne trajectoire pour ce gauche-là. Et tout le monde est virtuellement arrêté là. Tout à fait. Il faut savoir que là où Boutsen est passé dans ce trou de souris, vous l'avez vu, eh bien il est à 300 à l'heure à peu près. C'est vous dire un petit peu l'audace de la manœuvre. Et voilà Nannini dans l'échappement, presque dans l'échappement de Nelson Piquet. Alors que Prost est au 26e tour, à 10 secondes 731 de Ayrton Senna. C'est un petit peu inquiétant. Ça fait 2 tours successifs où les temps d'Alain sont un petit peu moins bons. Il va falloir surveiller ça de très près. On peut sur un ou 2 tours attribuer ça à un dépassement un peu difficile. Mais il va falloir surveiller 3e Piquet, 4e Nannini, 5e Boutsen, 6e Mansell, 7e Patrese et 8e Berger. Première tentative d'attaque de Boutsen qui a tâté les défenses de Piquet. Vous l'avez vu au freinage de Tosa, toujours l'endroit donc le plus propice pour attaquer et éventuellement pour prendre le meilleur sur un adversaire, l'endroit le plus rapide du circuit, donc 300 à l'heure à peu près, juste avant le freinage, là même où vous vous en souvenez l'année dernière aux essais, Nelson Piquet avait eu un accident très impressionnant qui l'avait laissé indemne sur le plan physique, mais dont il a souffert par la suite des conséquences de ce choc terrible. La voiture, à la suite d'une défaillance de pneumatique, lui avait échappé et il avait heurté les glissières et le mur à largement plus de 200 à l'heure. Alors là, ça va pas être beaucoup plus facile qu'avec Patrese. Ça va devoir se passer forcément à la fin de la partie lente,
puisque dans cette partie lente, Nannini va tenter de revenir, cette partie plus accidentée au plan des virages va tenter de revenir sur Nelson Piquet pour à la sortie essayer de le prendre au freinage. Vous avez raison, seulement l'ennui c'est que c'est pas dans les parties lentes que c'est le plus facile de dépasser, bien au contraire. Vous l'avez vu, l'endroit où en tout cas il n'aura pas l'accélération. L'endroit où il est propice de dépasser, c'est au freinage là-bas pour l'épingle de Tosa. Alors on va voir, théoriquement ça avantage la Lotus à moteur Honda parce qu'elle peut mettre à profit la ligne droite pour prendre de l'avance et de se mettre hors de portée d'une attaque au freinage. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé à ce tour-ci, vous l'avez vu. L'oreille mélomane de Jean-Louis Moncey nous annonce des problèmes moteurs ou alors peut-être des problèmes d'échappement pour le Ford de Boutsen. Nannini, toujours dans les roues de Nelson Piquet. Voilà, ici ça s'appelle Acque Minerale, l'eau minérale. Il y a une source ici sur ce circuit, Dino Ferrari d'Imola, situé à une trentaine de kilomètres de Bologne et à une portée de turbo des usines Ferrari. Des Ferrari qui sont dans un mauvais jour aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, et ne jouent aucun rôle dans la course. Berger est actuellement en 8e position alors que nous en sommes au 27e tour et Alboreto de son côté, lui, est en 11e position. Grosse déception donc en ce qui concerne les Ferrari. Les McLaren, eh bien, se sont envolés, bien sûr, vous le savez. 10 secondes entre Prost et Senna, alors que les temps descendent. 1:32,179 pour Senna, 1:32, un tout petit poil mieux pour Alain, 1:32,172. Les temps descendent alors que les voitures s'allègent. Double la Tyrrell de Julian Bailey. Voilà. Ah, c'est bien vu ça. Ouh là là, les roues se frôlent, les roues s'imbriquent. Ils ne se sont pas touchés, mais c'est vraiment presque un miracle. Vous l'avez vu, ils se sont littéralement frottés les roues, là, au freinage et à l'intérieur de cette épingle à cheveux. C'était formidablement spectaculaire. C'est ça, les Grands Prix de Formule 1, c'est vraiment un spectacle fantastique lorsque les pilotes dotés d'un tel panache et d'une telle audace et d'un tel talent en décousent, roue dans roue, côte à côte, botte à botte. On parlait tout à l'heure de Patrese, un pilote qui n'est pas facile à passer, mais Piquet, lui non plus, n'est pas à tendre. Hein. Absolument, et puis là, nous l'avons dit... Regardez comme il glisse, oui. Même avec les Atmos, glisse moins. Hein. Ah bah oui, mais c'est sûr que là, c'est le type de virage où la voiture de Boutsen est certainement plus efficace. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, il était en pleine dérive, Piquet, alors que la voiture de Boutsen, elle était bien accrochée sur ses 4 roues. Donc plus efficace. Tout dérapage, c'est une perte de temps, même si c'est joli à voir et si c'est spectaculaire, eh bien il faut bien reconnaître qu'au niveau de l'efficacité, c'est une perte. Boutsen bien revenu, juste derrière en observation, c'est un poste de choix là. Oui, en observation, au moins, je crois qu'il est prêt à bondir littéralement sur sa proie. Et vous le voyez, Mansell a perdu du terrain. C'est notable donc le rapport de force, l'explication entre les Benetton Ford et les Williams Judd a tourné à l'avantage des Benetton Ford qui ont pris le meilleur sur les Williams Judd qui ont rétrogradé un petit peu maintenant. Voilà Piquet qui résiste toujours à Nannini et Boutsen. Le tout c'est toujours pour la 3e place, je vous le rappelle, alors que l'on s'approche maintenant de la mi-course puisque 29 tours ont été couverts par les leaders. Le leader, c'est bien sûr toujours Ayrton Senna. Ayrton Senna qui a bouclé ce 29e tour en 1 minute 32 secondes et 292. Personne n'a été aussi vite que lui. C'est dire qu'il n'est nullement en péril. Et d'ailleurs, son avance sur Alain Prost a passé le cap des 10 secondes. Elle était contenue à l'intérieur de 10 secondes jusqu'à présent. Et bien ça y est. Et elle s'accroît encore. Le 30e tour maintenant a été couvert, la mi-course est passée, et à mi-course donc, premier Senna, deuxième Prost, 11 secondes et 385 centièmes exactement. Senna a la course parfaitement en main pour l'instant. On va avoir l'écart dans un instant, mais Piquet, lui, étant à près de 45 secondes de Senna, hein, c'est énorme. Oh ben, il est certain que... Et toujours le petit train-train. Mine de rien, les pilotes de McLaren ont adopté une cadence très élevée.
Et toujours le petit train-train, Lotus Elf qui prend le meilleur là dans le droit, à la puissance, et les deux Benetton de Nannini et de Boutsen. Nelson Piquet, 45, près de 46 secondes de retard sur Senna au 30e tour. Piquet 3e, Nani 4e, Boutsen 5e, Mansell 6e, Patrese 7e, Berger 8e, Streff 11e, Alboreto l'a passé, Dalmas 16e, alors qu'Alliot a été retardé, vous l'avez vu tout à l'heure, arrêté à son stand. Et Piquet, toujours sous la menace des deux pilotes des Benetton Ford, Alessandro Nannini et Thierry Boutsen, alors que Nigel Mansell essaye de s'accrocher à ces trois hommes et il a manifestement du mal à y parvenir. C'est dire que la cadence est élevée. Donc une lutte toujours aussi acharnée, non pas pour la première place que Senna détient largement, mais pour la troisième place dans les roues de Nelson Piquet. Record du tour pour Alain Prost, vous l'avez vu, 1:31.711. Ayrton Senna ayant tourné en 1:31.954. Les voitures s'allègent, il y a de moins en moins d'essence à bord et les performances s'améliorent. En ce qui concerne Philippe Alliot, que nous avons vu s'arrêter tout à l'heure, eh bien, il se plaignait d'un problème de suspension et c'est la raison pour laquelle il a stoppé quelques instants à son stand où on a décelé, semble-t-il, aucune anomalie et c'est la raison pour laquelle il est reparti en piste. Alors récapitulons, 31e tour, donc la mi-course vient d'être dépassée. Et Christian, le classement avant de rendre l'antenne à Paris pour l'instant. Premier Senna, second Prost à 11 secondes, Piquet lui est à 46 secondes de Senna, il est 3e, 4e Nannini, 5e Boutsen, 6e Mansell, 7e Patrese, 8e Berger, 9e Alboreto, 10e Shiver, 11e Streff. On se retrouve tout à l'heure après le tiercé. Aí o Adrian Campos que fica à frente. Na linha ameaçou, mas aí não dá. Ele vem aí rasgando a reta. Que ganha um pouco mais de espaço. Vai fazer ultrapassagem em Campos. Tirou. Tá pra lá, Campos. E aí o Thierry ameaça. Mas por dentro estava o Campos. Olha o Mansell. Já avisou, hein? Tô aqui. Agora é que a coisa complica. Mansell chegou. Prost outra vez. A volta de número 32. 1:31.698. E nessa volta, o Senna fez 1:33.14. Pegou tráfego também e cai a diferença. Cai para 9.69. Olha lá, fumaça de pneu. Agora foi do Boutsen. Olha, tanto que ele errou a curva e o Mansell vai pra cima dele. Mas vai ter que ir pra grama também. Vai, Mansell em cima e faz a ultrapassagem. Foi na grama, voltou, disse agora eu vou. E foi. Tô dizendo que o Mansell não nasceu pra negociar. Ele chega e vai levando. Olha o replay. Essa foi uma questão de oportunidade e muito bem aproveitada. Então isso quer dizer que o Mansell, você já vê ao vivo aí, você vai tentar voltar. Piquet é o terceiro, Nannini é o quarto, Mansell é o quinto. E você é o sexto. Restando 27 voltas.
Nessa volta o Prost foi de novo mais rápido que o Senna, mas uma diferença muito pequena. 1:31:86 para Alain Prost, 1:31:95 para Senna. A diferença cai um décimo, 9:59. Aí o Mansell à frente de Thierry Boutsen. O curioso, Galvão, é que a ultrapassagem do Mansell em cima do Boutsen, ou seja, a inversão de Williams com Benetton, facilitou a vida do Nannini. Se alguém tinha condições de ameaçar o Nannini, era o seu companheiro de equipe, o Boutsen, muito mais do que o próprio Mansell. Você vê que facilitou a vida do Nannini lá para cima do Piquet. E, de certa forma, pode até facilitar a vida do Piquet. Rede Globo da Fórmula 1. Fórmula 1 88. Oferecimento camisas e malhas US Top. Do seu posto Esso. Chocolates Nestlé. Produtos da Veni. E cerveja Brahma Chopp. Já são 34 as voltas completadas. Prost voltou a fazer a volta mais rápida. Vai outra vez tentando tirar diferença em relação a Ayrton Senna. 1:31:41 para Prost e o Senna virou 1:31:76. A diferença está em 9:25. Aí Piquet sempre brigando para o Nannini. Como o Reginaldo dizia, o Mansell não consegue essa aproximação em relação ao Nannini. E o Boutsen, por sua característica, ele não é tão combativo assim para forçar em cima de Mansell. Ele tem uma condução muito fina, muito técnica, mas não arrisca para forçar uma ultrapassagem. Terceiro, quarto, quinto e sexto. Piquet, Nannini, Mansell e Boutsen. Maurício Gugelmin continua sempre ali na 17ª posição, entre Yannick Dalmas e Jonathan Palmer. Você percebeu que praticamente saiu aí desse grupo o Patrese. E foi por aquele problema que ele começou a enfrentar no carro no momento em que perdeu a posição para o Nannini. Ele está ainda na pista, está ali. Você viu o Boutsen logo atrás vem ele, 3,5 segundos atrás do Boutsen. Mas já fora dessa disputa direta. Vai rodando Nannini. Vai escorregando, escorregando, escorregando. Fica atravessado. Gira em cima do eixo. Perde posições. Para Boutsen. Aliás, para Mansell. Para Boutsen e para Patrese. E fica à frente do Berger. Vinha na quarta posição. Perdeu o quarto para Mansell, o quinto para Boutsen, o sexto para Patrese. Caiu para a 7ª posição ali. Estava abusando, né? É só um negócio, né? Talento ele tem bastante, é inegável. Agora, o carro, às vezes, não aceita tudo. Então, ele realmente vem forçando, vem fritando freio, vem fritando pneu. Numa hora, o carro não aceita tudo aquilo que o piloto quer. Aí você continua vendo Mansell. Acabamos pela volta de número 37. E que agora volta a ter sossego. Não vai ser tão fácil o Mansell conseguir, pelo menos imediatamente, uma aproximação em relação a Nelson Piquet. Quer dizer que valeu toda a batalha do Piquet com o Nannini para segurar essa terceira posição. E exatamente a forma de conduzir do Nannini, tendo que se arriscar, tendo que forçar, é que acabou provocando essa rodada. A diferença de Senna para Prost está na casa dos 10 segundos. O Joninho está uma volta atrás, na 17ª posição.
Aí o Mansell. Próximo de Nelson Piquet. Os carros agora são diferentes. Mas o filme é antigo. Piquet e Mansell andando próximos. E aí você vai vendo o próximo. É o segundo colocado. Ele tem o Philip Streiff à sua frente. Streiff é o 11º. Quer dizer que os dois primeiros, Senna e Prost, já colocando uma volta em cima do 11º. Prost vai tentando se aproximar do Piquet, vai conseguindo chegar. Aliás, o Mansell, né? Um panorama ali na frente. Senna fez esta volta em 1:32:26. O Prost 1:32:34. A diferença já está aumentando de novo. Está nesse momento em 11:32. E aí você vê Ayrton Senna. Ele fez a ultrapassagem em cima de Michele Alboreto. Alboreto, você se lembra, não saiu para a volta de aquecimento de pneus, largou lá de trás. Senna vem para completar mais uma volta. Completa 38 voltas do líder Ayrton Senna. Senna já sai da Tamburello, o Prost também já passou 11 segundos e 16 atrás dele. Muito próximos dos tempos sempre. Senna 32:3, Prost 32:2. O Alboreto é o 9º colocado. Só os 8 primeiros na mesma volta. Senna, Prost, Piquet, Mansell, Butsen, Patrese, Nannini e Berger. Mansell vem chegando. E vem chegando cheio de vontade. Do jeito que ele abanou ali na entrada do estádio, ele vem chegando cheio de vontade. Thierry Butsen vai ficando. Você vê aquela plaquinha ali, Senna, Prost, Piquet, Butsen, Mansell. Mas o motor do Butsen já passa falhando e o Mansell, pelo jeito, partiu para o ataque mesmo, e com muita vontade para cima do Piquet. Você vê o posicionamento dos carros na pista. Pelo mapinha animado aí. O Butsen, como eu já tinha dito, ele ficou. É o Nannini que vem ali. E o Mansell é que está logo atrás do Piquet. E olha o Mansell chegando. Essa parada é brava. Nós já vamos pela volta de número 40, num total de 60 no Grande Prêmio de Imola. Aí a briga pelo terceiro lugar entre Piquet e Mansell. Rede Globo na Fórmula 1. Fórmula 1 88. Oferecimento do seu posto Enso. Chocolates Nestlé. Produtos da Veni. Cerveja Brahma Chopp. E camisas e malhas US Top. Aí você vai vendo o Piquet, Mansell. Você vai aparecer ali, ó, já demora. O motor já não tem a mesma saúde. Traçado um pouco diferente dos dois. O Mansell chegou perto, mas ainda não fica em condições de tentar a ultrapassagem. O Mansell tem um dos melhores carros da Fórmula 1. Um carro equilibrado, ele perde em potência aí, evidentemente, em relação a um turbo como o do Piquet. Mas você vê que ele pode fazer a curva num traçado melhor, porque ele tem um carro que acompanha. Enquanto o Piquet tem que fazer um traçado obedecendo ao carro, e não a ele. E não a ele mesmo, piloto. Ele tem que fazer o traçado que o carro permite.
Então aí vão os dois. Pegue a sintonia da TV Pirata. Nesta terça depois de mandá-la. Olha o Mansell aí. Foi, Piquet tenta voltar, não deu. Mansell ficou pelo meio da pista. E Mansell faz a ultrapassagem em cima de Nelson Piquet. O Sam também vem chegando. Mansell aí assumindo a terceira posição. Você vê a recepção da ultrapassagem, o replay da ultrapassagem de Nigel Mansell em cima de Nelson Piquet. Aí você volta com a imagem ao vivo. O carro de Piquet vem balançando muito. Ele tenta usar a potência aí para dar o troco em cima do Mansell. Ficou bem que a curva é por dentro. Mansell, Piquet vai voltar à frente, Nelson Piquet. Mansell bota de lado outra vez. A briga bonita. Muda o traçado. Abre, mergulha para tentar sair mais forte. Para pegar o mato. Aí na subida, Piquet, Mansell e Mustang. Outro pega bonito, Piquet. Recupera a posição, recupera o terceiro. Veja o replay aí da recuperação de Nelson Piquet. Como ele coloca no mato. Depois da reta. Usa a parte de alta. Entre a Tamborelli e a Tosa. E o Mutsen vem lá. E olha o Nannini de novo, ó. Já chegou o Nannini outra vez. A diferença de Senna e Prost. Senna primeiro, Prost segundo. Sempre ali pela casa dos 10 segundos. Você viu ali a situação difícil. Aí do carro do Coloni. Como ele teve que ir para a terra. Todo mundo passando por ele. Tomou um susto o Gabriele Tarquini. Piquet, Mansell, Mutsen, Nannini. Volta a respirar um pouco Nelson Piquet. Restando a esta altura 18 voltas. 42 completadas. Lá vem Mansell outra vez. Está sendo um trabalho terrível Nelson Piquet na corrida para segurar a terceira posição. Piquet, Mansell, Mutsen, Nannini. Caiu bastante a diferença de Senna para Prost. 7.9. Estava acima dos 10 segundos. Aí você vê depois de 41 voltas. O 12 de Senna, o 11 de Prost, o 1 de Piquet, o 5 de Mansell. O 20 de Mutsen, o 19 de Nannini, o 6 de Patrese. O 28 de Berger e o 27 de Alboreto. completadas, restando 18. O Caminho da Liberdade, com Muhammad Ali e Chris Christopherson. Minissérie em 4 capítulos. Estreia desta terça, 10h30 da noite. E que volta a ser tráfego. Interessante que o carro do Mustang continua, o motor continua com barulho estranho, mas que pode ser só de escapamento. Olha ali. Mansell ficando. Mustang e Nannini fazendo a ultrapassagem. Vai voltar a respirar Nelson Piquet. Mansell ficou. Mustang e Nannini tirando para a direita e indo embora. Olha o Mansell lá atrás.
a impressão que ele ficou sem marcha nenhuma, ficou com o carro em ponto morto, quer dizer, perdeu tração total e os dois se mandaram. Au 33e tour, le drapeau noir s'est mis à flotter sur la Scuderia quand Alboreto s'est fait prendre un tour par Senna. À ce moment-là, Mansell, qui était venu se mêler à la bagarre, Boutsen, Nannini, Piquet, a attaqué et mangé Boutsen. Mansell 5, Boutsen 6. Prost, à ce moment, est à 9 secondes de Senna. Et puis au 35e tour, il a trop tiré sur les freins et sur les pneus, tête à queue de Nannini, qui repart pourtant en n'ayant perdu que 2 places. Il est alors 7e, car 4 tours plus tard, il repasse Patrese. Voyez ici Mansell qui vient de lever le bras. Mansell qui avait dû lâcher prise après être revenu derrière Piquet, après avoir dépassé Piquet, puis Piquet, quelques centaines de mètres plus loin, l'avait repassé. Mansell qui vient de connaître un problème de moteur, un problème de fiabilité d'une Williams toute neuve, une Williams qui n'est pas encore parfaite au plan de la robustesse. Oui, l'empoignade entre les pilotes des Williams et ceux des Benetton Ford a été absolument fantastique et vraiment nous avons vécu grâce à elle une première moitié du Grand Prix de San Marino absolument extraordinaire. Quant à, voilà Mansell qui rentre maintenant à son stand, c'est probablement terminé pour lui et donc pour l'instant avantage de nouveau aux pilotes des Benetton Ford dans l'ordre maintenant donc Boutsen, Nannini, puisque ce dernier, comme Christian vous l'a dit, avait fait un tête à queue. Mais je crois que ce qu'il y a de plus significatif à signaler peut-être, c'est que Piquet, que nous voyons là devant les deux pilotes des Benetton Ford, eh bien Piquet, alors que nous venons à peine de passer le stade de la mi-course, accuse déjà un retard de l'ordre d'1 minute, oui, toute 1 minute sur le leader Senna, et que Senna, lui, de son côté, continue de caracoler en tête en contrôlant son avance sur Alain Prost, qui varie aux alentours de 10 secondes environ, quelquefois un petit peu moins, quelquefois un petit peu plus, mais en tout cas, Senna contrôle la course, c'est évident. Il a profité donc de son départ réussi pour se mettre à l'abri de toute menace, pendant que Prost, lui, était mal parti. Je vous le rappelle qu'il a dû se hisser à la force du poignet jusqu'à la seconde place et que lorsqu'il y est parvenu, eh bien, il avait déjà 7 secondes de retard sur Ayrton Senna qui les a depuis conservés. Alors que le jeune de la Williams de Ricardo Patrese émet un bruit inquiétant, peut-être un problème moteur comme celui qu'a connu il y a quelques instants Nigel Mansell. Nous sommes au 45e tour, aux 2/3 de la course, et Senna est toujours au commandement avec à 8 secondes et demie Alain Prost. Nelson Piquet étant lui à beaucoup plus loin derrière, à 1 minute 11. Formidable l'écart creusé par les McLaren qui vraiment dominent, écrasent littéralement tous leurs adversaires. Ça évidemment aura des conséquences tout à fait capitales sur l'évolution de ce championnat, qu'on a du mal désormais à voir échappé à l'un des deux hommes. Nous avons vu Senna passer fugitivement, le revoici donc largement en tête au commandement. Alors à signaler derrière la contre-performance donc des Ferrari sur leur circuit, dans leur jardin, qui est véritablement très cruel. Je crois que Boutsen a pris l'avantage. Ah bah non, il l'avait déjà, qu'est-ce que je dis? Il a gardé l'avantage sur Nannini, oui, excusez-moi. Donc, oui, je disais, contre-performance spectaculaire des Ferrari dans leur jardin, et puis en revanche, excellente prestation quelque peu inattendue de l'AGS de Philippe Streff, qui est actuellement classé en 11e position. C'est excellent. Il n'a devant lui comme voiture à moteur atmosphérique que les deux Benetton Ford donc, et la Williams Judd de Ricardo Patrese, tous les autres étant équipés de moteurs turbo, à savoir Senna et Prost les deux premiers, Piquet le troisième naturellement, et puis Berger qui est 7e devant Alboreto et Cheever et Warwick, c'est-à-dire que nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voitures à moteur turbo parmi les 10 premiers pour le moment.
Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'année dernière, il y avait deux courses dans la course. D'un côté, la course des turbos, de l'autre, la course des atmosphériques. Et bien cette année, nous allons peut-être vivre aussi deux courses dans la course. D'un côté, les McLaren, et puis de l'autre, les turbos et les atmos qui n'ont pas la chance d'être équipés avec un moteur Honda, qui n'ont pas la chance d'avoir un châssis aussi performant que le châssis McLaren. Senna, Prost, derrière, le trou, le grand vide. Il faut attendre 1 minute 16 secondes pour voir Piquet. Et là, derrière, tout le monde est dans un wagon. Piquet, Boutsen, Nannini. Boutsen étant, lui, à 1 seconde 6 de Piquet. Nannini étant à 1 seconde de Boutsen et Patrese à 2 secondes de Nannini. L'écart entre les deux premiers, 10 secondes 842 pour l'instant, alors que nous en sommes donc au 46e des 60 tours de ce Grand Prix. Malgré les apparences, eh bien, Senna et Prost se donnent à fond, se battent au maximum. Le premier pour conserver son avance, le second pour essayer de réduire son retard. C'est une explication à distance, mais elle n'en est pas moins farouche, vous pouvez me croire. En tout cas, ce qui nous fait un petit peu peur tout de même, c'est de savoir que les pilotes des McLaren étaient partis, nous avait-il dit, avec en prévision une cadence de l'ordre de 1 minute 32 au tour. Or actuellement, Senna tourne en 1 minute 30 secondes et 99 centièmes, alors que Prost, lui, vient de réaliser le meilleur tour en descendant, en franchissant le cap des 1,30 au tour. Exactement, il a tourné en 1,29 et 92, c'est-à-dire considérablement plus vite que ce qui était prévu. Est-ce que cela ne risque pas de se payer à quelques encablures de l'arrivée par une panne d'essence? Eh bien, c'est ce qu'il y a lieu peut-être de redouter. Et j'amène de l'eau à votre moulin, là, José, et il est avec ce temps de 1,29,9 seulement 2 secondes de plus lent que le temps des essais, 1,27,9 effectué, lui, avec des pneus neufs, alors que là, tout de même, ces pneus ont 47 tours dans les roues. C'est tout à fait étonnant. En effet, mais enfin, on connaît Alain Prost et puis on connaît aussi Ayrton Senna. On sait que ce sont des pilotes aussi calculateurs que rapides, et par conséquent, on a du mal à imaginer qu'ils forcent un petit peu trop sur leur moteur au risque de ne pas pouvoir franchir la ligne d'arrivée avec la quantité d'essence qui leur reste. Je crois que ni l'un ni l'autre ne sont prêts pour la gloire d'une première ou d'une seconde place à risquer de perdre 9 ou 6 points au championnat, alors que celui-ci ne fait que débuter et qu'il s'annonce donc comme une longue, interminable même, mais farouche explication entre ces deux hommes. Ici, Gugelmin, vous l'avez vu, qui gêne Alessandro Nannini, à qui ce bouchonnage va coûter quelques longueurs de retard sur son coéquipier Thierry Boutsen, sur lequel il était parvenu à revenir. Alors que Berger ne va pas tarder lui également à se faire prendre un tour par Ayrton Senna, un énorme affront ici à Imola. Berger que vous avez vu il y a un instant, qui a du mal à doubler une Tyrrell. Oui. Enfin, n'accablons pas les Ferrari, espérons au contraire qu'elles se ressaisiront et qu'elles retrouveront leur superbe de la fin de la saison dernière. Mais c'est vrai qu'on était resté sur l'impression dominatrice qu'elles avaient donnée lors des 3 derniers Grands Prix, et quelle déconvenue évidemment de les voir surclassées comme les autres d'ailleurs, mais peut-être encore plus que les autres, enfin pas toutes les autres, mais en tout cas plus que la Lotus à moteur Honda de Nelson Piquet, qui certes occupe la 3e place et peut donc aspirer à une place sur le podium, mais qu'il n'en a pas moins été surclassé par les McLaren. Il est maintenant à donc plus d'1 minute 10 et il est probable qu'il concédera un tour d'ici à la fin de ce Grand Prix, aussi bien à Senna qu'à Prost. Alors une question, est-ce que vous pensez qu'en quelques semaines, il est possible à une équipe, je pense à Ferrari en particulier, de revenir au premier plan, de trouver la force nécessaire pour gagner 2 secondes et demie ou 3 secondes au tour, puisque ce qui leur manque aux essais? C'est sûr que l'écart pour l'instant est vraiment tellement considérable qu'on ne voit pas comment une autre marque pourrait venir se mêler
au duel que vont se livrer les deux mousquetaires de l'équipe McLaren. Ayrton Senna et Alain Prost courent dans une autre catégorie que les autres pour l'instant, et bon, peut-être qu'on peut espérer qu'à la longue cet écart va se réduire, mais en vérité pour l'instant c'est extrêmement hasardeux de le prévoir. Alors heureusement, eh bien, il ne manque pas de pilotes à panache pour animer les Grands Prix dans des luttes acharnées pour les places d'honneur, et c'est grâce à cela que nous avons assisté aujourd'hui à un superbe Grand Prix. Je crois qu'on peut d'ores et déjà le dire, on ne s'est pas ennuyé une seconde grâce au panache de Boutsen, de Nannini, de Mansell, de Patrese en début de course bien sûr, et même de Piquet qui n'a pas réussi à se débarrasser de la menace qu'exercent sur lui depuis le début de la course les pilotes des Benetton Ford. Au 50e tour, Prost toujours à 9 secondes d'Ayrton Senna, que vous voyez ici, casque jaune à l'image. Alain Prost qu'on n'aura pas beaucoup vu. Bien sûr, ici la RAI nous montre un petit peu plus les voitures italiennes, mais aujourd'hui elles n'étaient pas extrêmement bien placées, mais elle nous montre alors les pilotes italiens. Nous avons eu un super show de Nannini, un super show de Patrese. Philippe Streff a perdu une place au profit du japonais Nakajima et de sa Lotus Honda qui lui ont ravi donc la 11e place. Il est désormais 12e. Et Yannick Dalmas, lui, revient un petit peu au classement et il occupe désormais la 14e place. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est juste dans l'échappement de Pérez Sala. Il pourrait donc éventuellement, si tout se passe bien pour lui, gagner une place. Tout à fait. Philippe Alliot, lui, roule toujours. Il est reparti donc après son arrêt au stand causé par le souci que lui donnait le comportement de sa suspension. Sa voiture talonnait, semble-t-il. Boutsen qui va prendre un tour à une Senna qui va prendre un tour à une Benetton. Oui, c'est fait. Voilà, sans histoire. Et sans problème pour Ayrton Senna, qui vient de passer donc Nannini et qui s'apprête à faire subir le même sort à Thierry Boutsen. Finalement, l'expérience a payé là dans l'équipe Benetton Ford. C'était beau, c'était spectaculaire, c'était tout feu tout flamme, Nannini, mais... Oui, mais vous savez, c'est pas fini. Il reste encore 9 tours, et en 9 tours, eh bien, la situation peut encore se retourner. Il y a vraiment très très peu de choses entre ces deux hommes qui forment une équipe formidable. Ça doit être difficile de se retrouver dans une telle situation. On peut peut-être comparer un petit peu la situation de Boutsen chez Benetton avec ou contre Yannick Dalmas, là, je crois, nous avons vu passer. Voilà, c'est ça, il est pris en sandwich là entre Ayrton Senna qui le passe. Oui, voilà. Donc la situation de Boutsen avec et contre Nannini, la situation de Prost avec et contre Senna un petit peu. Oui, encore que ça soit tout de même un petit peu différent dans la mesure où Prost est un champion établi, tandis que Thierry Boutsen, lui, est encore un espoir, même si c'est un espoir largement confirmé. En tout cas, il est certain qu'il a trouvé en Nannini un coéquipier à sa valeur, de sa valeur, et que, sans nul doute, ils vont tous les deux animer la saison des Grands Prix 88 avec leur Benetton Ford, qui ont donné un bien beau spectacle aujourd'hui. Donc toujours Senna, 52e tour. À partir de maintenant, il faut commencer à croiser les doigts et il faut commencer à surveiller les ordinateurs de bord et il faut se préparer peut-être à quelques coups de théâtre comme ce Grand Prix nous en a souvent fourni. Boutsen donc sur le point de concéder un tour, et oui. Ça prévient une Formule 1 quand ça va tomber en panne d'essence quelques tours avant ou c'est d'un seul coup il y a... Ça dépend, vous savez, je me rappelle de Prost à Hockenheim par exemple, quand il secouait sa voiture désespérément de droite et de gauche pour essayer de faire avaler à son moteur les ultimes gouttes d'essence qui restaient dans les canalisations. C'était spectaculaire, vous vous en rappelez peut-être si vous avez assisté à ce Grand Prix avec nous ce jour-là.
Parce que c'est pas évident de dessiner un réservoir dans lequel on peut puiser jusqu'à la dernière goutte d'essence. Dans une voiture, la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, voiture du commerce, couramment il peut rester 2-3 litres au fond d'un réservoir alors on se croit en panne sèche. Alors là évidemment avec les 150 litres alloués, il faut aller chercher la dernière goutte. C'est sûr. Voilà Pérez Sala, donc on a aperçu un instant l'espoir espagnol au volant de la Minardi qui est juste devant 7 secondes. Yannick Dalmas. 7 secondes, enfin. Oui, bah c'est toujours à peu près pareil. Quoi, l'accordéon, ça a varié entre 7 et 11 secondes en faveur de Senna pendant toute la course à partir du moment où Prost a émergé à la seconde place après son mauvais départ. Senna va prendre un tour à Piquet. Et oui, c'est ce que je vous laissais prévoir tout à l'heure. C'est évidemment humiliant. Il va lui faciliter la tâche. Pour le champion du monde. Et c'est une douce revanche certainement sur les propos acerbes que Piquet a prononcés à son égard, que Ayrton Senna s'apprête à prendre maintenant. Voilà, alors on lui a posé la question à Nelson Piquet hier, on lui a demandé est-ce que vous pensez réellement ce que vous dites ou est-ce que vous jouez le rôle évangeur masqué. Il nous a dit je dis ce que je pense, je dis la vérité et en fait le problème c'est que les gens n'aiment pas toujours entendre la vérité. Point à la ligne. Oui, enfin en tout cas point à la ligne, ça m'étonnerait que lui mette le point à la ligne parce que il est tout de même très généreux en petites phrases assassines et déclarations sensationnelles. D'ailleurs, Nelson Piquet, il aime beaucoup ça. Bon. Il fait parler de lui, hein. Oui, il fait parler de lui, puis il parle des autres. Voilà, ça met de l'animation, mais peut-être pas, ça donne peut-être pas une image extrêmement relevée du milieu de la Formule 1. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Quoi qu'il en soit, Senna n'a dit mot. Il a d'ailleurs renoncé au procès qu'il avait imaginé un instant d'intenter à son rival, et il a bien fait, je crois. Il vaut mieux traiter ces choses-là par le mépris. Voilà Alain. Oui, il y a longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Effectivement, l'écart doit commencer à se réduire un petit peu. Mais c'est le jeu de Senna maintenant. On peut évidemment prévoir qu'il ne va pas chercher à s'opposer à tout prix à ce que Alain réduise son écart. Aussi malin que Prost à Rio lorsque Berger le poursuivait. Oui, absolument. Berger m'avait confié après la course, eh bien, un instant j'y ai cru, mais j'aurais pas dû y croire parce que dans le fond je le connais, Prost. Évidemment. Bon, en attendant, Prost va donc prendre un tour à Pérez Sala et à sa Minardi. C'est fait, voilà. L'écart, donc le dernier écart. Oui, 9 secondes et demie. 9 secondes et demie, vous voyez, oui, ça varie en fonction du trafic en piste. Cela dit, 6 points, bonne affaire. Hein. Ah, c'est certain, d'autant plus que, rappelons-le, Senna, le malheureux, a été disqualifié à Rio et il a donc, pour l'instant, son score est vierge. Arrêt d'Alboreto, moteur. Voilà, eh bien, c'est l'insulte après la misère, vous le voyez. Voilà, une image. La fumée oui. Devant les stands. Presque aussi dur que cette image du moteur Honda vomissant son huile. La Suzuka, il y a des flammes. Oui, il y a un petit peu le feu du côté du turbo gauche. Vous vous souvenez, José? Oui, absolument. Ça rappelle tout à fait ça. Comme vous disiez, c'est la réponse du Berger à la Bergère. Oui. Eh bien, voilà. Donc, Berger, lui, toujours en piste. Et il occupe la 1, 2, 3, 4, 5, 6e place. Un point, donc, peut-être pour Berger tout à l'heure. 55e tour, encore 5 tours à couvrir, les plus longs, les plus durs sûrement, parce que là maintenant les jauges doivent approcher de 0. Streff est 11e avec l'arrêt de Patrese et Dalmas est toujours derrière Sala. Oui, il va être 10e même avec l'arrêt d'Alboreto donc. Absolument. Donc une place dans les 10 premiers peut-être pour Philippe Streff, belle performance en vue. Tant pour l'AGS que pour le pilote français. Voilà. Oui, il ne s'est pas laissé faire du premier coup et il a résisté, oui. Mais enfin, bon. Oui. Voilà. Il a trouvé que c'était pas le moment le plus inopportun. Alain n'a pas voulu prendre de risque non plus. Non, bien sûr. C'est plus le moment. Le moment, c'est d'assurer la 2e place maintenant et les 6 points qui vont avec, ce qui lui donnerait donc tout à l'heure un total de 15 points et une très très large avance au championnat, donc sur Berger et sur Senna et sur Piquet, je veux dire, qui aurait 4 et 4, 8 points. Absolument. Voilà, puis Berger qui en aurait 7, et puis Alboreto qui n'en a pas.
et puis Ayrton Senna, qui aurait donc 9 points, qui se retrouverait en seconde position, mais à 6 points d'Alain Prost. Senna toujours en tête, donc Senna serein, Senna qu'on n'a pas vu en tout cas commettre l'once du début de l'ombre d'une faute. Trajectoire impeccable, tendue au cordeau, pas de glissade, pas de blocage de roue. Un leader impérial à la Prost, pourrait-on dire. Ah, mais c'est sûr que Senna sera un rival coriace pour Alain Prost, parce que contrairement à ce qui s'était passé avec Keke Rosberg, qui était plein de panache certes, mais dont les qualités de stratège n'étaient pas vraiment à la hauteur de son talent, et bien là, nous avons affaire à un champion complet. Oui, un Senna qui s'est livré dans les colonnes de notre confrère Le Sport et qui a dit plein de choses gentilles à propos d'Alain Prost. Oui, ça dépend des journaux, ça dépend des colonnes, n'est-ce pas, Christian? En ce qui concerne les choses gentilles ou moins gentilles. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Ah oui. Bon, tiens, oui. voilà Stress, non? Il m'a semblé. Eh bien, voilà en tout cas Piquet qui s'accroche donc à cette troisième place, et qui va concéder un tour à Prost après avoir concédé un tour à Senna. C'est Modena, là? Modena, oui, avec la Eurobrun qui se trouve devant les capots. Comment ils font pour courir, ces gens-là? Ils n'ont pas un seul sponsor? Non, ben, c'est sûr, mais ils sont pleins d'espoir. Et c'est donc la Minardi de Pérez Sala qui est juste devant. 9 secondes, 10 secondes, 9,931, 10 secondes entre Senna et Prost au 58e tour. Oui, 60 tours, je vous le rappelle, à couvrir pour boucler la distance de ce Grand Prix de la République de San Marino. La fin est donc proche. Il prend pas de risque, Senna, là. Non, il se garde bien de prendre le moindre risque. L'écart, vous voyez, subsiste, toujours pareil. Je crois que l'un et l'autre seront satisfaits du résultat de ce Grand Prix. Senna parce que, bien sûr, il avait impérativement besoin d'une victoire aujourd'hui pour ne pas être irrémédiablement lâché par Prost au championnat. Et puis Prost parce que, somme toute, eh bien, s'il a payé son mauvais départ d'un écart qu'il n'a pas pu rattraper, d'un retard qu'il n'a pas pu rattraper derrière Senna, cependant, une sixième place lui permet de conserver une large avance au classement du dit championnat. Alors, ce qui est tout de même assez étonnant quand on regarde le classement au 57e tour, c'est finalement qu'à part Boutsen et Nannini, sur une course qui demande beaucoup, où les voitures consomment énormément, il n'y a aucune atmosphérique. À part Boutsen et Nannini, il faut attendre du stress à la 11e place. Effectivement, les atmosphériques sont très gourmandes. Mais oui, elles consomment plus que les turbos, contrairement à ce que on pourrait croire. Et en tout cas, on est un peu tendu ici quand même. 59e tour maintenant, on est un peu tendu parce que vraiment, ce Grand Prix nous a réservé tellement de surprises jusqu'à présent qu'on ne sera sûr de son issue que lorsque tous les pilotes auront passé la ligne d'arrivée, à commencer par Senna. Fantastique démonstration de supériorité des McLaren à moteur Honda et de leurs pilotes, faut-il le souligner. Elles ont pris un tour à tout le monde, tous les autres sont doublés. C'est vraiment une démonstration éloquente, je crois qu'il n'y a pas besoin de davantage de commentaires. L'écart parle de lui-même. Ayrton Senna, comme à la parade.
Ayrton Senna qui vraiment a vécu un confortable après-midi aujourd'hui. Grâce au départ manqué d'Alain Prost, il n'a jamais été menacé. Allez, c'est gagné pour Senna qui s'arrête tout de suite à l'image de ce que Prost avait fait. Il s'arrête donc tout de suite avec Prost dans ses roues. Voilà, immédiatement la ligne d'arrivée passée. Pourquoi? Eh bien, d'abord parce qu'il n'y a plus beaucoup d'essence à bord, bien sûr. Et puis ensuite parce qu'il va y avoir la pesée au cours de laquelle il va falloir que les voitures pèsent impérativement le minimum légal de 540 kg. Il est donc bon, comme elles sont souvent un petit peu en dessous, il est donc bon qu'il reste un petit peu d'essence pour assurer la régularité de la dite pesée. Voilà le classement. Premier Senna, deuxième Prost, troisième Piquet à un tour, quatrième Boutsen à un tour, cinquième Berger à un tour et sixième Nannini à un tour. Ces quatre hommes qui ont été les animateurs, voilà Ron Dennis et Steve Nichols à sa droite. Steve Nichols, c'est l'ingénieur qui a conçu et dessiné la McLaren MP44 qui vient donc d'écraser tous ses adversaires. Senna et Prost s'ils se confient leurs impressions et qui n'ont pas l'air outre mesure éprouvés, bien qu'ils viennent sans aucun doute de donner le meilleur d'eux-mêmes, même si ceci n'est pas apparu, n'a pas pu être perçu à l'image d'une manière aussi éloquente que Piquet, Boutsen, Nannini, Mansell et Patrese qui se sont littéralement battus comme des chiffonniers pendant presque toute la course et qui nous ont fourni un spectacle magnifique. Alors on peut donner le classement du championnat du monde. Bonne affaire pour Alain Prost qui avait marqué 9 points à Rio, 9 et 6, 15 points. Deuxième Ayrton Senna à 6 points avec 9 points. Troisième ex-aequo Piquet et Berger avec 8 points. Le classement de ce Grand Prix de San-Marin à Imola, premier Ayrton Senna, deuxième Alain Prost, troisième Nelson Piquet, quatrième Thierry Boutsen, cinquième Berger, sixième Nannini, septième Shiver, huitième Nakajima, neuvième Warwick, dixième Philippe Streff, il a conservé sa 10e place, 11e Sala, 12e Dalmas, 13e Patrese, 14e Palmer, 15e Gugelmin, 16e Campos, 17e Alliot et 18e Alboreto. Donc le meilleur tour reste à Alain Prost, il a bouclé en 1:29 et 685, ça c'est le classement du championnat du monde des constructeurs. Celui-là je crois qu'il ne va pas donner lieu à un suspense extrêmement tendu car d'ores et déjà les McLaren Honda évidemment ont pris le large. Voilà ici la cérémonie du podium qui va commencer. Je sais que Christian Van Rijswijk s'apprête d'ores et déjà à aller interroger les vainqueurs de ce Grand Prix, aussi bien Ayrton Senna que Alain Prost, vous voyez qu'ils sont tous les deux tout seuls sur le podium, pour l'instant symptomatique et symbolique à la fois de leur domination écrasante. Voici Nelson Piquet maintenant qui arrive à son tour, vous le voyez avec sa combinaison jaune qui forme contraste avec les rouges de Senna et Prost. Prost a pas l'air du tout mécontent, il est même plutôt souriant, il a même plutôt la tête de celui qui vient de réussir un bon petit coup. Et Senna, lui, bien sûr, il exulte et on le comprend car il est revenu dans le coup du championnat. Donc, comme prévu, ici à Imola aujourd'hui, domination et même, oui, domination écrasante des McLaren à moteur Honda. Troisième place pour Nelson Piquet et l'autre voiture à moteur Honda, la Lotus. Contre-performance inattendue de la Scuderia Ferrari. Bonne prestation en revanche de Philippe Streff qui se classe 10e et de Yannick Dalmas qui termine 12e. Ici, San Marino, c'était un reportage de la RAI avec les commentaires de Christian Van Rijswijk et José Rosinski. À vous Paris. TF1 et Elf vous ont présenté le Grand Prix de Formule 1 de San-Marin en direct d'Imola.
L'énergie d'une passion.